Imaginez un peu le tableau. Le colonel Kadhafi, le leader libyen tout-puissant, avec ses grandes ambitions-là pour toute l'Afrique. Mhm. Et il se prend une défaite, mais une défaite mémorable, en plein désert. Pas contre une armée suréquipée, non, non. Non, contre des pick-up, exactement. Des combattants tchadiens dans de simples pick-up Toyota. L'image est tellement folle qu'elle a donné son nom au conflit, la guerre des Toyota. Oui, c'est presque ironique, hein. Carrément, une guerre bien réelle pourtant. C'est une image qui frappe, c'est vrai. Et ça résume bien l'issue assez incroyable de ce conflit. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, à cette espèce de David contre Goliath, mais avec des voitures, Oui, voilà. il faut revenir un peu en arrière. Kadhafi, donc, il arrive au pouvoir en Libye, c'était en 1969, par un coup d'État. Ok. Il est jeune, il est très ambitieux, il est très inspiré par Nasser en Égypte. Il veut faire de la Libye une puissance d'abord régionale, mais il voit plus grand. Le continent. Voilà. Il rêve d'être un leader continental. Et pour ça, il soutient activement pas mal de mouvements de libération. Il écrit même son livre vert en 75 pour expliquer sa vision du monde, son idéologie. Alors, pour notre exploration aujourd'hui, on s'appuie sur des récits assez détaillés, notamment une analyse vidéo qui retrace bien les événements, parce que c'est un conflit complexe et finalement assez peu connu du grand public. Oui, tout à fait. Et notre objectif, c'est vraiment de décortiquer les mécanismes de cette guerre. Comment les ambitions personnelles de Kadhafi, d'un côté, ont croisé l'instabilité chronique du Tchad, son voisin, de l'autre. Et les conséquences, imagine. Bien sûr, les répercussions pour les deux pays, elles ont été profondes. Et puis surtout, qu'est-ce que cette fameuse guerre des Toyota nous apprend sur l'évolution de la guerre moderne? Hmm. C'est une plongée assez fascinante, je trouve, dans la stratégie, la géopolitique et aussi l'incroyable capacité d'adaptation sur le terrain. Et Kadhafi, comme tu disais, il n'en était pas à son coup d'essai en matière d'intervention. Avant le Tchad, il avait déjà tenté des choses ailleurs. Ah oui, Il avait soutenu, par exemple, les Touaregs au Mali, au Niger. Il espérait voir naître un État Touareg qui lui serait favorable. oui, Et puis il y a eu l'Ouganda aussi. D'abord le soutien au coup d'État d'Idi Amin Dada en 71, voilà, puis l'aide militaire pendant la guerre contre la Tanzanie en 78, qui a été un fiasco d'ailleurs. exactement. Et ses premières tentatives, il faut le dire, ça a été des échecs assez cuisants pour lui. L'État Touareg, il n'a jamais vraiment existé de manière durable avant bien plus tard, après sa chute d'ailleurs. Mhm. Et le régime d'Amin Dada, il a été renversé malgré l'aide libyenne. Ce qui est intéressant par contre, c'est de voir sa persistance. Oui, il ne lâche pas l'affaire. Voilà. Malgré les revers, les échecs, ça ne le décourage pas. Il continue de croire qu'il peut remodeler la région comme il l'entend. Donc déjà, on voit un trait de caractère là. Une volonté d'influence énorme, presque obsessionnelle, des moyens considérables, mais des résultats souvent décevants. Ou contre-productif même. Oui, C'est peut-être un premier indice que l'idéologie et les pétrodollars, ça ne suffit pas toujours face à la complexité du terrain, quoi. c'est une excellente remarque. Et le Tchad, ça va être l'exemple le plus frappant de cette complexité. Pour comprendre, il faut imaginer ce pays, Ok. indépendant de la France en 1960. C'est immense, hein, plus d'1,2 million de kilomètres carrés, surtout du désert du Sahel, Et très diversifié. extrêmement, plus de 200 ethnies recensées, et surtout une fracture historique très forte entre le nord et le sud. Ah oui. Le nord, majoritairement musulman, avec des populations arabophones, toubous, et le sud, plutôt chrétien, animiste, plus proche des populations d'Afrique centrale. Et l'héritage colonial français a plutôt favorisé le sud, ce qui a créé des tensions dès le départ. Le premier président, François Tombalbaye, il vient du Sud, il est pro-français, et c'est vrai que sa politique va marginaliser le Nord, ça va jeter de l'huile sur le feu. Forcément. Et ça conduit assez logiquement, au milieu des années 60, à la création du Frolinat. Le Front de libération nationale du Tchad. Exactement. Une rébellion armée, basée au nord. Et c'est le début d'une guerre civile qui va durer des décennies. Et c'est là-dedans, dans ce Tchad, déjà en pleine guerre civile, que Kadhafi arrive au pouvoir en 69. Forcément, il voit une opportunité. Bien sûr. Il commence à aider le Frolinat, mais discrètement au début. Puis il passe à l'action. En 1971, il organise même une tentative d'assassinat contre Tombalbaye. Qui échoue. Oui, ça rate. Mais on apprend que c'est la Libye derrière, et hop, rupture des relations diplomatiques entre le Tchad et la Libye. Il faut quand même préciser que Tombalbaye serait bien renversé et tué en 1975, mais pas par Kadhafi cette fois. C'est sa propre armée qui le renverse.
parce qu'elle en avait marre de cette guerre qui n'en finissait pas. D'accord. Mais la chute de Tambalbaye, ça n'arrange rien. Au contraire. Ça aggrave le chaos. Le Tchad s'enfonce. Régime militaire instable, les milices se multiplient, la famine frappe durement surtout au nord. C'est un terrain de jeu parfait pour les ingérences étrangères. Et même le Frolinat, le mouvement rebelle, il explose en plusieurs groupes rivaux. La guerre civile devient une guerre par procuration, c'est ça. Tout à fait. Chacun avance ses pions, la France, les États-Unis, le Zaïre de Mobutu, le Soudan, Et Kadhafi. et bien sûr Kadhafi, qui essaye de tirer son épingle du jeu. Il cherche un moyen d'intervenir de façon plus directe, plus massive. Et il va trouver un prétexte, voilà. Il va ressortir une vieille histoire. La bande d'Ouzou. Cette immense bande de désert, là, 114 000 km², tout au nord du Tchad, juste à la frontière avec la Libye. Mais cette revendication, elle sort d'où? C'était basé sur quoi historiquement? Alors, il y avait bien un vieux contentieux qui datait de l'époque coloniale. Un accord un peu flou, jamais vraiment ratifié, entre l'Italie de Mussolini, qui occupait la Libye, Mhm. et la France, puissance coloniale au Tchad, dans les années 30. Mais bon, personne ne reconnaissait vraiment ça internationalement. Pour tout le monde, Ouzou, c'était tchadien. Kadhafi va jouer sur cette ambiguïté. Et peu importe la légitimité, au milieu des années 70, l'armée libyenne occupe la bande d'Ouzou. C'est une annexion de fait, non? Complètement. Ce n'est pas juste une présence militaire. Ils hissent le drapeau libyen, ils distribuent des cartes d'identité libyennes, ils construisent des écoles, des dispensaires. Ils recrutent sur place? Oui, ils intègrent même Ouzou sur les cartes officielles de la Libye. C'est une annexion pure et simple. Évidemment, la France, soutien historique du Tchad, proteste vivement. Mais protester ne suffit pas? Non. Et Kadhafi comprend que pour garder à Ouzou, et surtout pour étendre son influence jusqu'à N'Djamena, la capitale tchadienne, il lui faut un allié sûr au pouvoir là-bas. Il va donc devoir choisir parmi les factions tchadiennes, celles issues du Frolinat éclaté. Et il y a deux figures principales qui émergent, c'est ça, hein? Oui, principalement deux. Il y a Goukouni Wadey, un chef Toubou du Nord, plutôt anti-occidental, qu'on voit comme assez proche de Kadhafi, et il y a Hissène Habré, un autre leader important du Nord, peut-être plus pragmatique. Et Kadhafi, un peu pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même palier, il soutient les deux au début, hein. Il leur donne des armes, de l'argent. C'est ça, il joue un peu sur les deux tableaux. Mais assez vite, il montre une préférence nette pour Wadey. Il pense sans doute qu'il sera plus facile à contrôler. Et Habré, il s'en rend compte. Ah oui, Hissène Habré n'est pas né de la dernière pluie. Il comprend qu'il n'est qu'un pion secondaire pour Kadhafi. Alors, voyons que Tripoli mise tout sur Wadey. Il fait un retournement assez spectaculaire. Il change de camp. Exactement. Il rompt avec Kadhafi et il se tourne vers les ennemis de Kadhafi, la France et les États-Unis, qui, eux, voient en Habré une occasion de contrer l'expansionnisme libyen et commencent à le soutenir. Et là, ça dégénère vraiment. L'armée libyenne ne se cache plus, elle intervient massivement au Tchad pour mettre Ouédéi au pouvoir à N'Djamena. Et elle y arrive, mais brièvement. Kadhafi exulte, il parle même d'une fusion entre la Libye et le Tchad. C'est son grand rêve qui semble se réaliser. Mais le rêve tourne court. Très court, parce que Hissène Habré, maintenant bien armé, conseillé par les Français et les Américains, il lance une contre-offensive terrible, les combats sont très violents et finalement, les Libyens et les forces d'Ouédéi subissent de lourdes pertes, ils sont obligés de se retirer de la capitale. Et Habré prend le pouvoir à N'Djamena. Voilà. Et c'est là que la France intervient directement pour consolider Habré, et surtout pour mettre un coup d'arrêt à Kadhafi. C'est l'opération Manta. Paris envoie 3000 soldats et trace la fameuse ligne rouge. Le 16e parallèle. Exactement. Qui coupe le Tchad en deux, en gros. Le message est très clair. Si les forces libyennes ou leurs alliés franchissent cette ligne vers le sud, la France ripostera militairement. Et ça calme le jeu. Ça impose un statu quo, disons, une situation assez précaire. Le nord reste sous influence libyenne avec Wadey, le sud est contrôlé par Habré et soutenu par la France. Une espèce de ni guerre ni paix qui va durer à peu près 3 ans. Mais on sent bien que c'est juste une pause, quoi. Et la pause, elle se termine en février 1986. Les forces pro-libyennes franchissent la ligne rouge. Oui, et la réaction française est immédiate. L'aviation bombarde la base aérienne que les Libyens ont construite à Wadi Doum, au nord du Tchad. La confrontation directe reprend. Mais pendant ces 3 ans de calme relatif, le Tchad de Habré n'est pas resté les bras croisés. Ah non, loin de là. Avec l'aide de ses parrains occidentaux, son armée, l'ANT, Armée nationale tchadienne, a été complètement réorganisée, entraînée et surtout équipée. Il se prépare à une grande offensive pour reprendre le nord. Et c'est là que l'histoire bascule de façon inattendue.
C'est le moment Toyota Rider. Début janvier 87, la bataille de Fada. Les Tchadiens attaquent une grosse garnison libyenne et la surprise générale, l'assaut principal, il n'est pas mené par des chars. Non. Mais par des centaines de pick-up Toyota, des véhicules civils hyper rapides sur le sable, sur lesquels ils ont monté à la va-vite des mitrailleuses, des canons sans recul, des lance-roquettes. C'est la naissance en grand format de ce qu'on appellera les Technicals. Incroyable. Mais d'où venaient tous ces Toyota? Alors, les infos qui circulent suggèrent un montage assez pragmatique. Il semblerait que ce soit les services français qui aient acheté en masse ces pick-up au Japon. Ah oui. Livrés via le Soudan, le Cameroun. Au départ, c'était peut-être juste pour le transport, la logistique, dans le désert. Logique. Mais les militaires tchadiens, face aux chars libyens et connaissant parfaitement le terrain, ils ont eu cette idée géniale. Transformer ces voitures légères et agiles en machines de guerre mobiles. Une innovation née du besoin, quoi. L'ingéniosité du terrain. Et à Fada, le résultat est sidérant. L'armée libyenne, avec ses blindés, elle est complètement dépassée, submergée par la vitesse. Le bilan est terrible pour eux. Presque 800 morts, 80 prisonniers, une centaine de chars et blindés détruits ou capturés. Waouh! Et côté tchadien? Perte minime, 18 morts et seulement 3 Toyota détruites. Imagine le choc psychologique pour les Libyens. Le moral a dû s'effondrer. J'imagine, oui. Et Fada, ce n'est que le début, en fait. L'objectif suivant, c'est Wadi Doum, la principale base libyenne au Tchad. Aérienne, logistique. La forteresse. Voilà, plus de 5000 soldats libyens, des chars, de l'artillerie, des avions, réputés imprenables. Et l'assaut est planifié par le commandant en chef tchadien, Hassan Djamous, un stratège visiblement brillant, formé en France, expert en guérilla dans le désert. Et sa tactique pour Wajidoum en mars 87, elle est encore plus audacieuse. Il reprend le principe des Toyota hypermobiles, mais cette fois, il les équipe avec des missiles anti-chars modernes. Des Milan français probablement? Ah oui, là ça change la donne. Complètement. Ces colonnes de pick-up, elles déboulent de partout, elles contournent les défenses, elles encerclent la base à une vitesse folle. Les Libyens paniquent, ils essaient de s'enfuir. Et ils se font piéger par leur propre champ de mines. C'est l'ironie tragique de l'histoire. La base de Wajidoum tombe en moins de 24 heures. C'est une victoire tchadienne écrasante, totale. Le bilan doit être encore plus lourd, beaucoup plus lourd. Environ 1700 Libyens tués, plus de 300 prisonniers, et parmi eux, une prise de guerre majeure, un certain colonel Khalifa Haftar. Ah, Haftar. Déjà lui. Déjà lui. Un nom qui allait beaucoup faire parler de lui des décennies plus tard en Libye même. Ce qui est fou, c'est la rapidité de cet effondrement. Une armée classique, suréquipée, qui se désintègre face à une tactique non conventionnelle, basée sur la vitesse, l'adaptation. C'est une leçon en direct, non? Tout à fait. C'est la démonstration éclatante que la technologie seule, la puissance de feu brute, ça ne fait pas tout. Le commandement, le moral des troupes, la connaissance du terrain, l'intelligence tactique, l'audace, tout ça peut renverser des situations qui semblaient jouées d'avance. Wadi Doum, ça signe vraiment la fin des ambitions militaires de Kadhafi au Tchad. Après ça, c'est la déroute complète pour les Libyens. Ils sont chassés de tout le nord du Tchad, sauf de la bande d'Aouzou pour un temps. Les Tchadiens font même des raids en Libye. Finalement, un cessez-le-feu est signé en septembre 1987. À Tripoli, évidemment, le régime de Kadhafi essaie de minimiser la catastrophe. On parle de repli stratégique, on nie les chiffres des pertes. Mais la réalité est là, c'est une humiliation militaire énorme. Et même la bande d'Aouzou, qui était à l'origine de tout ça. Et les perdus aussi. Oui, quelques années plus tard, la Cour internationale de justice tranchera en faveur du Tchad, fin de l'histoire pour Aouzou. Et pour Kadhafi lui-même, quelles conséquences? Son image de leader africain, elle en prend un coup. Un coup terrible. Son prestige est sérieusement écorné. En Afrique, mais aussi en Libye même, au sein de l'armée, de la population. Cette guerre a coûté très cher, en vies humaines d'abord. On parle de plus de 5000 morts ou disparus côté libyen. C'est énorme. Énorme. Et en matériel aussi. Tout ça pour un résultat nul, voire négatif. Difficile de justifier cette aventure tchadienne après coup. Et il y a aussi le drame humain derrière les chiffres, souvent oublié. On apprend que beaucoup de soldats libyens, morts ou portés disparus, ont été enregistrés comme déserteurs par le régime. Oui, c'est terrible. Une façon cynique de cacher les pertes réelles. Mais ça privait les familles de toute reconnaissance, de toute aide. Kadhafi est même allé jusqu'à renier ses propres prisonniers de guerre. Il a refusé de négocier leur libération.
C'est le cas de Khalifa Haftar et de ses hommes. Et le parcours de Haftar après ça est assez fou. Il reste des années en prison au Tchad, puis il est exfiltré par les Américains. Il passe presque 20 ans aux États-Unis comme opposant à Kadhafi. Et il revient en 2011 ? Voilà, il revient en Libye pendant la Révolution pour combattre son ancien chef. Et on sait le rôle central qu'il joue aujourd'hui dans l'est de la Libye. Son destin s'est vraiment joué là, dans les sables du Tchad. Alors, si on devait résumer l'héritage de cette guerre des Toyota, qu'est-ce qu'il en reste principalement ? D'abord, c'est la confirmation spectaculaire de l'efficacité des tactiques asymétriques, l'utilisation de ces technicals, ces véhicules civils britolés en armes de guerre. Ça a montré qu'on pouvait contrer et même battre une armée conventionnelle lourde, mais peut-être trop rigide, mal commandée et pas très motivée, surtout dans un désert qui avantage la mobilité. Le pick-up Toyota est devenu une sorte d'icône de ces guerres modernes. On l'a vu partout depuis. Absolument partout. Afghanistan, Irak, Syrie, tout le Sahel, Yémen, la Libye après Kadhafi. Le technicol, c'est devenu l'arme du pauvre, si on veut, mais aussi l'arme de l'adaptation, de l'ingéniosité sur le terrain. Cette guerre au Tchad a été un vrai laboratoire pour ça. Elle a montré que la vitesse, la surprise, ça pouvait parfois l'emporter sur les blindages et la puissance de feu. Et pour le Tchad lui-même, cette victoire militaire, elle a amené la stabilité ? Malheureusement, non. C'est souvent le cas. Si cette guerre contre la Libye a pu forger une certaine unité nationale, un sentiment de fierté militaire à un moment donné, le Tchad est malheureusement resté pris dans des cycles d'instabilité politique, de rébellions internes, de difficultés économiques. La victoire militaire n'a pas réglé les problèmes de fond du pays. Donc au final, cette exploration nous montre vraiment le choc entre une ambition démesurée, celle de Kadhafi, et la résilience tchadienne. Avec au milieu, cette histoire incroyable de simples pick-up transformés en armes décisives par des chefs militaires comme Hassan Jammous, qui ont su lire le terrain et surprendre l'adversaire. C'est une excellente synthèse, oui. Ce conflit, même s'il est régional et parfois un peu oublié, il a vraiment été précurseur. Il a montré de façon très nette comment la guerre moderne pouvait aussi être façonnée par l'adaptation de technologies civiles, par la mobilité, par l'intelligence tactique face à des doctrines plus classiques. C'est une étude de cas vraiment riche d'enseignements sur la flexibilité nécessaire face aux menaces d'aujourd'hui. Et peut-être pour finir, une petite réflexion. Si de simples voitures de tous les jours ont pu changer le cours d'une guerre dans les années 80, qu'est-ce que ça nous dit sur l'impact des technologies commerciales d'aujourd'hui, qui sont encore plus accessibles, plus performantes, plus faciles à adapter ? Tu penses aux drones, par exemple ? Je pense aux drones grand public, bien sûr, qu'on voit de plus en plus sur les champs de bataille actuels. Comment est-ce que cette démocratisation de technologies qui peuvent être utilisées à des fins militaires pourrait continuer à brouiller les lignes entre les armées régulières, les acteurs non étatiques ? Comment ça pourrait redéfinir les équilibres de puissance dans les conflits de demain ? C'est une question ouverte, mais je pense qu'elle est essentielle.